sont plus de 800 finalistes du secondaire à affronter depuis ce matin la session ordinaire de l'ex-État. Le coup d'envoi est parti de Lubumbashi. À suivre dans ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout le plaisir est pour moi de vous savoir nombreux pour suivre cette édition du journal sur la nationale. Bienvenue aux 20h. Le commandant suprême des forces armées de la République et de la police nationale congolaise, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce lundi la réunion du Conseil supérieur de la défense. Au menu, les questions de sécurité. C'était une occasion pour le chef de l'État de donner les instructions et des tâches précises à chaque responsable des services de sécurité pour régler définitivement les problèmes des groupes armés dans l'est du pays. Reportage Michel Moukoui, Roger Dieye et Fiston Matondo. Une salutation du regard en respect de gestes barrières et le garant de la nation prend place pour la tenue du Conseil supérieur de la défense. Autour du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les plus hauts responsables de l'armée, de la police nationale et des services d'intelligence. Aussi, quelques membres du gouvernement et le gouverneur de l'Ituri. 2 heures de discussion pour décortiquer les questions de sécurité, principalement celles des groupes armés qui sévissent dans l'est du pays. Nous avons passé en revue la problématique de tous les groupes armés qui écument un grand nombre de nos provinces, particulièrement des provinces qui se trouvent dans la partie orientale de notre pays. Et nous avons reçu des instructions précises de la part du commandant suprême et qui nous a assigné des tâches que nous devrions, ensemble avec le commandement et des forces armées congolaises et de la police nationale congolaise, je crois que vous verrez dans les prochaines semaines la mise en application de ce qui a été décidé ici. Pour une question aussi sensible, tout ne peut être dit en avance, a conclu le patron de la territoriale en commentaire aux instructions leur données par le commandant suprême de forces armées et de la police nationale. Ce lundi 7 est peut-être le début d'une semaine décisive pour le retour de la paix dans l'Est de la RDC. Et la situation de grève des professeurs de l'université de Kinshasa et de l'université pédagogique nationale a été examinée hier dimanche à la Cité de l'Union africaine au cours de l'entretien que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a eu avec 2 délégations des professeurs représentant l'UPN et l'UNIKIN. Le président a promis son implication pour des solutions idoines aux différentes revendications. Ce n'était pas un dimanche de tout repos pour le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le chef de l'État a consacré une partie de cette journée à écouter les différentes revendications sociales de professeurs des universités. Premier groupe à être reçu, l'Association des professeurs de l'Université pédagogique nationale à Poupelle. En grève depuis plusieurs mois, ces enseignants ont exposé leurs revendications aux premiers citoyens du pays, parmi lesquels la situation salariale, le trop perçu sur la vente des véhicules et les conditions difficiles d'études. Parmi nos revendications, il y a le manque à gagner 2018-2019. Nous n'avons reçu aucune tranche. Le gouvernement nous a envoyé un forfait et nous avons refusé ces forfaits-là. La communauté de l'UPN étant frustrée, nous avons demandé au chef de l'État d'intervenir. Après nous avoir écoutés, en tout cas nous avons trouvé une oreille attentive. Il a promis d'y apporter des solutions au moment opportun. Outre la prise en compte de leurs doléances, le chef de l'État a promis de visiter dans les prochaines semaines l'Université pédagogique nationale. Avec la délégation de l'Association des professeurs de l'Université de Kinshasa, les sujets étaient les mêmes et les revendications exposées au chef de l'État quasi similaires. D'une oreille attentive, le président de la République a promis son implication pour des solutions définitives, a indiqué en substance le porte-parole de cette délégation au sortir de cette audience. Nous avons un problème de manque à gagner, de trop perçus, c'est-à-dire des dettes du gouvernement vis-à-vis des professeurs de l'ensemble de la République. Nous avons également un problème sur la perte du pouvoir d'achat et nous avons souhaité qu'il y ait une indexation de nos salaires puisque vous savez que ça fait plus de 10 ans que nous n'avons pas eu une augmentation, mais alors notre salaire qui était
qui avait une certaine hauteur, a connu une dépréciation de presque 40%. Et cela pose d'énormes problèmes aux professeurs. Est-ce qu'à ce stade, on peut parler d'une avancée? Une avancée parce que le président de la République nous a promis qu'il va s'impliquer là-dessus. Et nous attendons que dans les jours qui viennent, il y aura des résultats qui vont tomber. Et que grâce à ces résultats, je crois que les professeurs seront apaisés et qu'ils vont vite reprendre les cours. Je le disais en sommaire, c'est parti pour les 4 jours des épreuves de l'examen d'État édition 2019-2020 sur toute l'étendue du territoire national. Plus de 800 000 élèves finalistes du secondaire sont concernés par cette session qui se déroule, vous le savez, dans un contexte particulier de crise sanitaire liée à la Covid-19. Le ministre d'État et ministre de l'EPST, Willy Bakonga, en a donc donné le coup d'envoi à partir de Lubumbashi dans le Haut-Katanga. L'année scolaire 2019-2020 a frôlé de justesse l'année blanche suite à la pandémie de la Covid-19. Grâce aux efforts du président de la République et du gouvernement central, les finalistes du secondaire ont débuté ce lundi 7 septembre 2020 sur l'ensemble du territoire national l'examen d'État édition 2020 dans un contexte spécial et de sérénité. C'est à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, que le ministre d'État en charge de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga, a donné le coup d'envoi de cette session au complexe scolaire Bellevue. Il a encouragé 818 667 finalistes disséminés à travers le pays et le 60 000 qui compte particulièrement la province du Haut-Katanga à affronter ces examens sans crainte dans le strict respect des mesures barrières pour éviter une quelconque contamination en milieu scolaire. Beaucoup n'y croyaient pas, mais nous, vous et nous d'ailleurs, nous y avons cru jusqu'au bout. Après les pénafères et les épreuves hors session qui ont été un succès, nous voici aujourd'hui à Lubumbashi pour le coup d'envoi de la grande session ordinaire de l'examen d'État édition 2020. C'est un pari gagné et une fierté pour le gouvernement que je représente ici et pour l'ensemble de la famille éducationnelle. J'en appelle, avant de clore mon propos, au respect strict des mesures barrières qu'exige le contexte sanitaire actuel. L'année 2019-2020 a enregistré un accroissement de 15,4% des candidats aux examens d'État. Pari gagné pour le ministère de l'EPST et la famille éducationnelle qui a dû réaménager les calendriers scolaires en vue de l'achever par cette grande session, et coup de chapeau au gouvernement central qui a assuré l'organisation matérielle de cette session. Et ici à Kinshasa, le ministre des Médias, Jolino Makelele, a lui fait la ronde de quelques centres de passation d'examen d'État pour justement sensibiliser les élèves au strict respect des gestes barrières. C'est toujours dans le cadre de la sensibilisation contre la Covid-19 que le ministre d'État, ministre de la Communication et Médias, a fait une descente dans quelques écoles de la capitale, notamment dans les districts de la Tchangou et Lukunga. Question pour David Jolino Makelele de sensibiliser les élèves finalistes, candidats aux épreuves de l'examen d'État, considérés comme personnes relais dans leur milieu respectif. 6 centres d'examen d'État ont suffi pour faire passer le message de la sensibilisation. Du collège Bonsomi dans la commune de Ndjili à l'Institut Bateke de Kingabwa, les chefs des centres, accompagnés de leurs équipes, sont satisfaits de cette initiative. Le mot, c'est un sentiment de satisfaction de recevoir la visite de l'autorité à juste titre. Parce que c'est une visite de réconfort qu'il a apporté à nos finalistes qui sont en train d'affronter cette épreuve décisive pour leur avenir. Et de 2, c'est parce qu'il a apporté un message en rapport avec la maladie qui est en train de terroriser le monde entier. Il nous a apporté ce qu'il faut pour les élèves et pour le personnel acquis ici au centre,
nous promettons à son Excellence que nous en ferons bon usage. David Jolino Makelele constate qu'il y a un certain relâchement dans l'application des mesures de gestes barrières, d'où son interpellation. Vous savez qu'à la demande du chef de l'État, avec les autorisations nécessaires du Premier ministre, j'ai entamé une campagne de sensibilisation de proximité pour aller vraiment là où les gens habitent et leur expliquer ce que c'est le coronavirus et leur dire surtout que le coronavirus existe et il tue, mais qu'on peut s'en sortir parce qu'on aura respecté les gestes barrières, parce qu'on aura pris toutes les dispositions nécessaires telles que expliquées par l'équipe des ripostes du professeur Mouyembe. J'ai commencé avec cette opération déjà dans le Tchangou, un peu, disons, dans le mont Amba. Mais là, j'ai tenu à saisir l'occasion des examens d'État. Parce que je sais que les élèves sont très concentrés. Et je suis venu juste pour qu'ils se souviennent qu'au moment où ils passaient des épreuves capitales pour leur vie, il y avait un message qui leur était donné afin qu'ils puissent le transmettre à leurs parents. La particularité, c'est que ce que nous leur donnons comme dépliant ici, ça contient les 10 questions clés que les gens se posent sur le coronavirus, l'origine du coronavirus, puis éventuellement l'intervention du comité des ripostes, de l'INRB, etc., l'achat des corps, comme on dit, tout ça est repris là-dedans. Et c'est écrit en lingala, les 10 questions sont posées en lingala, les 10 questions ont reçu des réponses en lingala. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous voulons que ces enfants ici soient des relais, c'est-à-dire que eux qui comprennent déjà des choses en français puissent amener ça à leur retour dans leur maison, dans leur habitation, qu'ils rapportent ce qu'il y a, qu'ils donnent aux parents qui souvent ne comprennent pas très bien, qui n'ont pas une bonne appréhension de la matière en français, et qu'ils discutent avec eux. Accompagné de l'équipe du Programme national de santé scolaire et universitaire, PNSSU en sigle, le ministre d'État, ministre de la Communication et Médias, promet de poursuivre sa campagne dans les districts restants, en l'occurrence celui de Mont-Amba et de la Funa. Les audiences, il en a été question au Sénat. Le président de cette chambre, Alexis Tambo Mwamba, a échangé tour à tour avec les chefs coutumiers Né Congo et le collectif des jeunes du Grand Kivu. L'insécurité dans l'est du pays et l'exécution de l'arrêt de la Cour constitutionnelle étaient au cœur de ces entretiens. Les détails avec Eugénie Dadachaban. L'Est de la République démocratique du Congo est devenu le théâtre de l'insécurité due aux conflits armés récurrents et aux exactions commises par les milices. Les jeunes qui constituent l'avenir du pays sont les plus grandes victimes de cette insécurité. Voilà pourquoi les collectifs des jeunes du Grand Kivu ont sollicité l'implication du président de la Chambre haute du Parlement, l'honorable Alexis Tambo Mwamba, pour la restauration de la paix durable. Ils se sont dit très satisfaits de sa disponibilité pour trouver une solution de paix. Nous avons suggéré de voir l'honorable président du Sénat aujourd'hui pour échanger sur des questions majeures qui rongent le développement de notre Grand Kivu natal. C'est principalement la question liée à l'insécurité qui devient récurrente. Cette question, nous avons tant décrié sur les médias, tant national qu'international, et les solutions, on n'en trouve toujours pas. Il était question de voir le président pour qu'enfin nous puissions brandir les mêmes questionnements et lui demander pourquoi cette question reste pendante. Par la suite, les chefs coutumiers Né Congo recourent à la sagesse et à l'expérience de la gestion de la chose publique du président du Sénat, l'honorable Alexis Tambo Mwamba, pour la stricte application de l'arrêt de la Cour de cassation en ce qui concerne l'exercice du pouvoir du gouverneur de la province du Congo central. Le Sénat étant l'émanation des provinces, son président a promis de s'investir pour que ces deux questions fassent l'objet de la réunion interinstitutionnelle. Et le caucus des parlementaires de l'Omami a remis aujourd'hui un mémo au Premier ministre contenant les difficultés de développement de la province. Mais auparavant, le Premier ministre a échangé avec le caucus des parlementaires du Lualaba. C'est un reportage signé Françoise Boulabouaki et Pompon Oumba.
Pour plus de recettes dans le Lualaba, le caucus des parlementaires est venu faire le plaidoyer auprès du Premier ministre Ilunga Ilunkamba ce lundi 7 septembre 2020 pour que la route qui conduit vers 2 postes douaniers importants soit réhabilitée. Cette délégation, conduite par l'honorable Kachongo Mbavu, a également évoqué la question de la sécurité et les saisies judiciaires. C'était le blocage des comptes des entreprises minières, la Chicomine, en ce qui concerne le Lualaba. Et incidemment, nous avons parlé aussi de l'entreprise minière Frontier qui se trouve à Sakanya dans le Haut-Katanga. Donc ces comptes avaient été bloqués et nous avons évité pour que les travailleurs ne puissent pas casser l'outil de production et incidemment donc perdre leur emploi et occasionner aussi des pertes en recettes financières au niveau du gouvernement central et du gouvernement provincial. Par contre, les élus de Lomami ont choisi de reprendre dans un mémo tous les problèmes qui freinent l'essor de cette nouvelle province. Des infrastructures scolaires et sanitaires, en passant par la stabilité des institutions, autant des problèmes qui figurent sur la litanie des préoccupations. Commençons par le fonctionnement des institutions. Nous sommes passés par les infrastructures, l'énergie, la santé, l'éducation, les mines. Et nous avons soulevé aussi le programme de 100 jours de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui jusque-là, dans notre province, n'ont pas encore connu un début d'exécution. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a été très attentif à nos problèmes et il a trouvé que ces problèmes étaient primordiaux et tellement importants qu'il a demandé quelques jours pour nous donner une réponse adéquate. Un nouveau rendez-vous est pris la semaine prochaine pour approfondir les échanges. Et le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, lui, poursuit son itinérance dans le Haut-Ouélé. Gilbert Kankonde est à l'étape de Bouta où il a recommandé le respect non seulement des lois établies, mais aussi de la hiérarchie du pays. Poursuivant sa mission d'itinérance territoriale, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, ainsi que sa suite sont arrivés à Bouta, chef-lieu de la province du Bas-Ouélé. Cette rencontre très attendue a connu la présence des élus nationaux et provinciaux de cette contrée, l'exécutif du Bas-Ouélé avec à sa tête le gouverneur des provinces Valentin Senga et la notabilité du Bas-Ouélé. Le président du caucus des élus nationaux du Bas-Ouélé, l'honorable Nestor Mbonda Daoli, a relevé le défi majeur auquel le Bas-Ouélé se trouve confronté, notamment la problématique des phénomènes Mbororo avec ses effets collatéraux, les infrastructures routières et sanitaires, l'électrification, le raccordement d'eau potable et l'équipement de l'hôpital général. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Gilbert Kankonde Malamba, a mis l'accent sur le respect des lois du pays, aussi bien de la hiérarchie. Les principes de l'état de droit devront être respectés par tous ceux qui détiennent une parcelle de pouvoir public, et cela à tous les niveaux. J'exhorte donc à nouveau tous citoyens congolais, toute institution de la République à pouvoir se conformer à ce principe de l'application de l'état de droit. Le président de la République y tient fermement et il nous demande instamment à prendre toutes les dispositions pour que nos entités qui sont sous notre tutelle puissent s'imprégner de cette ligne de conduite et se comporter à leur niveau pour suivre cette vision du chef de l'État. C'est dans un climat de paix que ces assises, présidées par Gilbert Kankonde Malamba, se sont terminées. Toutes
Les batteries sont déjà en marche. Pour que la RDC passe du budget moyen au budget programme, les cadres de l'administration ont reçu des instructions précises du vice-premier ministre et ministre du budget. C'était juste avant qu'ils ne reçoivent l'ambassadeur de la Suède en République démocratique du Congo. D'autres détails dans ce reportage de Cédric Enina. Du budget moyen à un budget programme axé sur les résultats, le gouvernement de la République, à travers le ministère du budget, est appelé à présenter une feuille de route claire et précise. Pour ses premiers contacts avec les nouveaux cadres de l'administration du budget, le vice-premier ministre, ministre du budget Jean Baudouin Mayomambeke, à ses côtés le vice-ministre Félix Momat, a enjoint ces cadres à exercer avec discipline et beaucoup plus d'abnégation. Le vendredi dernier au Conseil des ministres, le président de la République m'a enjoint de présenter le dernier vendredi du mois de septembre la feuille de route de migration du budget des moyens au budget programme. Nous avons déjà commencé la restructuration pour pouvoir piloter ces programmes de migration. Le secrétaire général va réunir le directeur et services compétents en la matière pour nous présenter la préfiguration de cette feuille. La Suède compte renforcer ses relations de coopération avec la RDC. Son diplomate en poste à Kinshasa, Eric Rasbrandt, l'a exprimé à l'issue des entretiens avec les patrons du budget. Quel rôle pour l'Église dans l'accompagnement de l'action gouvernementale? Les représentants de l'Église pentecôtiste, ministère Amen, l'apôtre Léopold Mutombo, est venu en parler au vice-premier ministre, ministre du budget. De registre pour parler infrastructure, évaluation des travaux de réhabilitation de l'avenue Libération ex-24 novembre, tronçon compris entre la prison de Mankala et le marché de Selembao. La députée provinciale Lisa Nembalemba se dit satisfaite du déroulement des travaux exécutés par l'OVD. C'était à l'issue d'une descente sur le chantier. Oscar Balkaïch. Effervescence dans la commune de Selembao. À l'arrivée de la délégation mixte des experts de l'Office de voirie et drainage et celle de la députée provinciale de Kinshasa, Lisa Nembalemba. Les plaidoyers initiés au nom des habitants de cette commune portent aujourd'hui des fruits. Les travaux de réhabilitation de la route de Selembao avancent à pas de géant à la grande satisfaction de l'élu de Funa, l'honorable Lisa Nembalemba. Nous sommes descendus pour faire un constat, pour voir comment les travaux évoluent. Et les travaux évoluent super bien, c'est un travail vraiment de qualité. Et nous ne pouvons que applaudir, nous ne pouvons que remercier le gouvernement, le chef de l'État qui a entendu nos cris. Parce que nous étions arrivés à un niveau où c'était le député qui devait venir réhabiliter une route. Donc je devais venir jeter des moellons, des caillasses et tout, ce qui n'est pas mon travail. En tout cas, un grand merci au chef de l'État qui a entendu ces cris, qui a réhabilité la route. Tout en remerciant le gouvernement de la République, la population du district de la Funa qui a porté Lisa Nembalemba à l'Assemblée provinciale a formulé cette autre doléance. J'en profite encore par la même occasion pour lancer un cri encore au chef de l'État, aux membres du gouvernement tant national que provincial pour la création d'un marché municipal au niveau de Selembao. Toujours à l'écoute de sa base qui ne cesse de lui présenter ses doléances, l'honorable Lisa Nembalemba a multiplié des descentes sur le terrain pour s'assurer de l'exécution de différents programmes initiés pour le grand bonheur de la population de la commune de Selembao. Documentation des cas de violence faites aux filles en milieu scolaire. Les points focaux sont depuis ce matin en atelier de renforcement des capacités. C'est la ministre de GFE qui a ouvert les travaux de cet atelier de 2 jours. Les précisions avec Monique Mavungu. Les violences faites aux filles dans les milieux scolaires touchent des millions d'enfants, de familles et de communautés. Les violences faites aux élèves de Massissi après les TENAFEP en est une illustration. Ce type de violence a des conséquences réelles pour la vie des apprenants. Elles sont à la base des dépressions, de grossesses précoces et non désirées, voire de pertes en vies humaines.
C'est ainsi que les points focaux genre vont être outillés en matière du genre afin de lutter contre les différentes violences faites à la jeune fille en milieu scolaire. Organisé par le Fonds pour les femmes congolaises, FFC, cet atelier a connu plusieurs intervenants, à savoir la conseillère spéciale du chef de l'État en matière de la jeunesse, la représentante de l'ONU Femmes et la directrice exécutive du FFC. Le fonds apporte et vise ainsi le renforcement de leurs capacités en vue de contribuer efficacement à l'élimination de toutes les formes de violence et discrimination à l'égard des femmes. La ministre d'État en charge du genre, famille et enfants, Béatrice Lomea Atilité, qui a ouvert ses travaux, a souligné que cet atelier revêt d'une importance capitale car les violences faites à la jeune fille ont des conséquences néfastes sur la santé physique et psychologique des enfants. Le plus souvent sont accompagnés des échecs, voire l'abandon des études. Nous disons que l'avenir, c'est la jeunesse, mais ça passe par l'éducation. Mais là où la femme doit s'instruire, si ça devient un milieu agressif, c'est même à la base de la déperdition scolaire des filles, puisqu'il y en a qui ne sont pas mentalement fortes. Lorsqu'elles retrouvent devant des situations comme ça, elles abandonnent parfois sans dire mot. Et vous posez des questions pourquoi la fille ne veut plus étudier. Plusieurs délégations de femmes venues de différentes provinces participent à ces travaux de 3 jours à l'hôtel Malebo de Kinshasa. C'était là donc les travaux, un atelier de 3 jours. La ministre d'État et ministre de l'ETPS, l'ETP a évalué l'exécution des travaux de réhabilitation de l'hôtel Congo Palace. Nous sommes là dans la province de la Chopo. Cet hôtel, dans sa version moderne, sera bientôt inauguré, nous dit Robert Ndaïchi Sensei. La visite de la ministre d'État, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Dr Denis Luankoulou, dans la ville martyre de Kisangani, était très attendue par les Boyomais et Boyomaises, car il vient donner les réponses aux nombreuses questions sur l'inauguration de l'hôtel Congo Palace, réhabilité sur fonds propres de la Caisse nationale de sécurité sociale pour un coût évalué à 6 millions de dollars américains. À Kisangani, la patronne de l'emploi, vient aussi pour l'évaluation du niveau d'exécution des travaux de ces grands bijoux. À sa suite, le directeur de cabinet adjoint du Premier ministre chef du gouvernement qui tient au détail avant la coupure du ruban symbolique. Aux côtés d'Agnès Moad, DG de la Caisse nationale de sécurité sociale et quelques députés nationaux, la ministre d'État a échangé avec les gouverneurs de province ad intérim sur des questions liées à la sécurité. Tour d'horizon de la situation sécuritaire terminée au gouvernement de province, Denis Luankoulou s'est rendu à l'hôtel Congo Palace. Une visite guidée lui a permis de constater que les travaux sont exécutés à 95%. Elle s'est dit satisfaite. Ce que nous venons de voir est au-delà de ce que nous attendions. L'hôtel il est de 5 étoiles, réhabilité sur fonds propres de la CNSS. Et donc il y a de quoi s'en réjouir, il y a de quoi s'en féliciter. Parce qu'au moins une œuvre grandiose a vu le jour à Kisangani. Le ministre de l'Environnement et Développement durable Claude Nyamugabo et Monseigneur Marcel Outembi, président de la SENCO, regardent désormais dans la même direction pour le projet Jardin scolaire 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023. De quoi s'agit-il? Lopez Kakuba nous en dit plus. 7 septembre 2020, au centre interdiocésain, que le ministre de l'Environnement et Développement durable, Maître Claude Nyamugabo Baziboué, a rencontré le président de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, Monseigneur Marcel Outembi, dans le cadre de la sensibilisation des confessions religieuses pour parvenir à incorporer cette notion des plantations d'arbres afin de lutter efficacement contre la déforestation. Nous avons d'excellentes relations avec l'Église catholique qui est fortement impliquée dans la préservation de notre planète aux côtés du gouvernement. Et donc, Monseigneur m'a rassuré que le grand réseau des écoles catholiques sera mis en œuvre pour implémenter le projet du président de la République, 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023. De son côté, Monseigneur Marcel Outembi a apprécié la démarche du ministre dans la mesure où l'Église est déjà à pied d'œuvre dans le domaine du reboisement et protection de l'environnement, à l'exemple du geste posé le 5 décembre 2019 où un arbre de l'espèce Limba Terminalia superba a été planté dans l'enceinte même du centre interdiocésain dans le cadre de l'initiative interreligieuse pour les forêts tropicales. Le président de la SENCO a réaffirmé l'accompagnement de l'Église dans ce projet de 1 milliard,
mais aussi il a rappelé à son Excellence le ministre un autre aspect. Donc il y a aussi ce que Dieu nous a déjà donné, les arbres, les forêts que Dieu nous a donné, de protéger. Une vraie mission de protection de l'environnement dans laquelle s'est collé le ministre de l'Environnement qui a commencé par l'armée du salut, l'église du Christ au Congo et ce 7 septembre, la Synco. La sensibilisation se poursuit. 4 centres d'excellence seront construits à Maluku pour améliorer la qualité de la main-d'œuvre locale congolaise. Ce lundi, le ministre de la Formation professionnelle, Arrêt Métier, et le directeur général de AVIX et une firme chinoise ont effectué une visite de prospection sur le site choisi pour le projet. Reportage Anita Luambwa. Quelques jours après la signature du protocole d'accord du quitus des bénéficiaires, un document qui donne le droit de terre à la firme chinoise AVIC pour la construction des différents centres de formation dans la partie ouest de la capitale. Le ministre de la Formation professionnelle, Arrêt Métier, John Tumba, et Steve Mi, directeur général de la firme chinoise, ont effectué une visite de prospection dans la zone économique spéciale de la commune de Maluku, site choisi pour l'érection d'un grand centre de formation ultramoderne composé de plusieurs filières qui va prendre en compte la demande sur le marché de l'emploi. Nous sommes intéressés par ces projets. Ensemble, nous allons essayer de développer ces secteurs de formation professionnelle et dans les jours à venir, nous allons former plus en plus de jeunes spécialistes. Le gouvernement de la République promet de mettre les bouchées doubles pour la construction de 4 centres d'excellence qui va permettre d'avoir une main-d'œuvre locale et qualifiée. Pour la ville-province de Kinshasa, nous avons choisi d'implanter ça dans l'espace de la zone économique spéciale. Ici, il y aura de l'internement, il y aura la formation des apprenants et on aura à fournir à la zone économique spéciale la main-d'œuvre qualifiée nécessaire. Mettre l'homme au centre de tout intérêt, tel que souhaité par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, ce centre ultramoderne va aussi accueillir plusieurs investisseurs dans différents domaines de la formation professionnelle. Inscrit sur le programme du baccalauréat international, le complexe scolaire Le Cartésien a ouvert ses portes pour l'année scolaire 2020-2021 aujourd'hui, ce lundi donc 7 septembre, comme partout à travers le monde, nous dit Edith Chala. Matin, les parents étaient nombreux à venir déposer leurs enfants à l'école Cartésien des sites de Ngaliema et de Limété. À la question de savoir pourquoi l'école n'a pas attendu le 5 octobre pour commencer les cours tels que décidés par le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, l'école dit se conformer au calendrier de l'organisation du baccalauréat international pour le Cartésien et attendre le 5 octobre pour le lycée. Une autre école du collège cartésien de Kinshasa qui suit le programme national. Nous faisons partie d'un réseau international de écoles du baccalauréat international. Et dans ce réseau-là, déjà au niveau du mois de mai de l'année prochaine, il faudra que nos élèves puissent participer à la session d'évaluation de l'obtention des diplômes de baccalauréat international. Au mois de mai déjà. Donc la plupart des écoles de ces réseaux plutôt, ont déjà commencé le cours depuis le 3. Nous ne pouvons pas attendre, on a attendu quand même une semaine et aujourd'hui le 7, nous pensons que nous pouvons déjà commencer pour ne pas pénaliser les enfants par rapport aux échéances d'évaluation qui vont venir, qui ne sont pas organisées par nous, par l'État congolais, mais par l'organisation dont le siège est en Suisse. Donc, direction le Haut-Katanga pour parler de cette rencontre ce lundi à Lubumbashi des cadres du Front commun pour le Congo, province du Haut-Katanga. On nous signale que le député national Félix Kabange Numbi a été l'orateur principal de cette rencontre. Devant les cadres du Front commun pour le Congo, Félix Kabange Numbi a dressé un véritable diagnostic de la coalition FCC-CACH. Ce membre du comité stratégique de la plateforme chère à Joseph Kabila Kabange a aussi abordé les questions de l'heure dans une salle dont l'assistance était composée du ministre national de l'Industrie, Julien Paluku, qui est aussi membre de la conférence des présidents, du gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Aboula, des députés et ministres provinciaux, ainsi que des responsables des partis politiques, membres du FCC. Nous avons rappelé que cette coalition est très importante parce que l'autorité morale du FCC, son excellent Joseph Kabila Kabange, y tient beaucoup, car cette coalition c'est pour sauver le Congo.
Mais nous avons rappelé que cette coalition, elle est fondée sur les valeurs et non sur les anti-valeurs. Continuez à défendre les valeurs, mais nous ne serons jamais d'accord et avec les anti-valeurs. On n'a jamais été d'accord, mais nous n'accepterons plus que des actes d'anti-valeurs soient posés. Et face à ça, le FCC condamnera, mais fera porter la responsabilité à chaque personne qui posera les actes d'anti-valeurs. Nous avons demandé à l'UDPS d'assumer ses responsabilités. Lorsque les militants posent des actes, s'ils disent qu'ils ne sont pas leurs militants, qu'ils prennent des dispositions pour que ces structures ne fonctionnent plus. Notons qu'à cette occasion, les membres du FCC ont réitéré leur soutien au gouverneur Jacques Yaboula pour la bonne marche du Haut-Katanga. Ils ont également manifesté leur ferme volonté de continuer à maintenir le climat de paix dans la province qu'ils préfèrent. L'humanité célèbre demain, 8 septembre, la journée mondiale de l'alphabétisation et cette année, elle est placée sous le thème « Enseignement et apprentissage de l'alphabétisation en période de crise due à la Covid-19 et au-delà, Covid oblige ». Suivez donc ce message du ministre à cette occasion. Permettez-moi de souhaiter une bonne fête à tous les Congolais, aux acteurs du secteur de l'éducation en général et à ceux du secteur de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle en particulier. La République démocratique du Congo, à l'instar d'autres pays membres de l'UNESCO, aussi se joint à la communauté internationale pour commémorer cette journée consacrée à la lutte contre l'analphabétisme et ses effets néfastes. C'est pourquoi nous aimerions paraphraser ici le président de la République, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans son discours d'investiture du 30 janvier 2019. Je cite, « L'amélioration de la qualité de l'enseignement et la réduction du taux d'analphabétisme est une priorité des priorités pour le gouvernement de la République. » Dans cette perspective, le gouvernement congolais, par le biais du ministère des Affaires sociales, ne ménage aucun effort pour développer avec les acteurs, tant étatiques que non étatiques, les programmes d'alphabétisation au profit de nos populations cibles. Mon ministère a réalisé quelques actions ci-après en faveur de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. L'élaboration de modules de formation des peuples autochtones en alphabétisation initiale et fonctionnelle, ainsi que les livrets d'apprenants dans les 4 langues nationales, Lingala, Swahili, Kikongo et Chiluba. La formation en faveur des inspecteurs, des directeurs et des éducateurs sociaux des centres de rattrapage scolaire du Nord et Sud Kivu sur le genre. La formation en lecture, écriture et français oral dans les provinces ci-après, Nord et Sud Kivu, au Katanga, Lualaba, Kasaï central et oriental, Équateur et Sud Ubangi. Voilà, Madame, Messieurs, c'est par ce message de la ministre des Affaires sociales que nous bouclons complètement ce journal de Jacques Kabouaba. Civic Makumbani a concouru à sa rédaction. Merci de votre attention soutenue. Retrouvez à 22h Cédric Kenina pour une nouvelle session d'information. Passez une excellente semaine et bon travail à tous les finalistes qui affrontent les épreuves de l'ex-État. Faites des performances toujours dans le strict respect des gestes barrières. D'ici là, portez-vous bien et bon début de semaine à toutes et à tous. Au revoir.